C'était la poussée qui a tout déclenché. Un abîme non seulement de pierre et d'air froid, mais aussi de mensonges et de trahisons accumulées. Le monde a basculé en une fraction de seconde. Et ce n'était pas un tremblement de terre, mais la main de ma propre fille. Ma fille, Elara, le sang de mon sang, nous a précipités, moi et Pierre. Mon mari, dans le vide. Comment en étions-nous arrivés là, au bord de cette falaise balayée par le vent, le lieu même où notre fils, Antoine, avait trouvé la mort 20 ans plus tôt, prétendument par accident? Était-ce une simple coïncidence ou la conclusion inévitable d'un secret trop lourd, d'une obscurité que nous avions trop longtemps ignorée, d'un destin macabre, tissé fil après fil, par le désir ardent de ceux que nous pensions aimer plus que tout? Le ciel était d'un bleu immaculé ce matin-là, un bleu traître qui contrastait cruellement avec la noirceur de l'acte qui allait suivre. Elara et Marc, mon gendre, avaient insisté pour cette excursion. Une vue imprenable, disait-il, un endroit paisible pour se souvenir d'Antoine, un dernier pique-nique avant qu'ils ne partent pour leur nouveau projet de vie, toujours flou et nébuleux, mais qui nécessitait, bien sûr, notre aide financière. J'avais ressenti une légère appréhension, un frisson d'anxiété qui me parcourait l'échine, mais je l'avais balayé du revers de la main, attribuant cela à ma vieillesse et à une imagination trop fertile. Pierre, lui, semblait étrangement calme, presque résigné, son regard perdu dans l'horizon. Il avait glissé son téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Un geste que je n'avais pas remarqué à ce moment-là, mais qui allait s'avérer crucial. Les pressions avaient commencé il y a des mois, insidieuses d'abord, puis de plus en plus ouvertes et exigeantes. Marc et Elara vivaient au-dessus de leurs moyens, un train de vie flamboyant qu'ils ne pouvaient manifestement pas se permettre. Leurs dettes s'accumulaient, et nos comptes en banque étaient devenus leur solution miracle. Ils avaient déjà emprunté une somme considérable, soi-disant pour un investissement immobilier juteux qui ne se matérialisait jamais, ou pour des problèmes de santé subis qui disparaissaient aussitôt que l'argent était transféré. J'étais une mère et une grand-mère, et mon cœur saignait pour eux, toujours prête à aider, à croire à leurs histoires alambiquées. Pierre, lui, était plus réticent au début, mais il finissait toujours par céder, une ombre de tristesse dans les yeux, comme s'il portait un fardeau invisible. Leur demande était devenue une ritournelle lancinante. Il fallait vendre la vieille maison, notre foyer depuis 40 ans, pour en acheter une plus petite, plus gérable, et libérer des fonds. « C'est pour votre bien, maman, papa », répétait Elara, sa voix mielleuse, dissimulant à peine l'impatience. « Vous êtes trop vieux pour entretenir un si grand jardin. Vous méritez une vie plus simple. » Je refusais catégoriquement. Cette maison était un pan de notre histoire. Chaque craquement du parquet, chaque marque sur le mur, un souvenir d'Antoine, de nos rires, de nos peines. Puis, il y eut la question du testament. Il faut le mettre à jour, avec toutes les nouvelles lois, insistait Marc, avec une expertise juridique étonnante pour quelqu'un qui ne cessait de changer d'emploi. Et l'assurance vie, il est grand temps d'y penser. Qui s'occupera de vous si quelque chose arrivait? Leurs suggestions devenaient des exigences déguisées. Ils avaient même demandé une procuration financière, juste au cas où, pour nous éviter, disait-il, les tracas administratifs. Pierre avait signé, après de longues nuits d'insomnie, de discussions à voix basse que je ne parvenais pas à entendre entièrement. J'avais refusé, catégoriquement. Ma signature, c'est tout ce qui me restait de mon indépendance, de ma capacité à protéger mes souvenirs, ma dignité. Mon mari était devenu un homme étrange après la mort d'Antoine. Il s'était enfermé dans un silence que je ne pouvais briser, un mur de douleur et de culpabilité inexpliquée. Je me souviens des funérailles d'Antoine, de la façon dont Elara avait géré la situation, et froide et méthodique, organisant tout, consolant les autres, presque trop forte pour une jeune femme qui venait de perdre son frère. J'avais cru à sa force, à sa résilience, à une nature stoïque. Mais aujourd'hui, en y repensant,
C'était le calme d'un prédateur qui venait d'accomplir sa tâche. Pierre, lui, avait sombré. Il me parlait moins, ne me touchait presque plus. Nos nuits étaient séparées par un gouffre silencieux. Je m'étais habituée à son absence, à son chagrin qui me semblait inconsolable. Mais je n'avais jamais compris l'origine de cette culpabilité qui le rongeait. Je n'avais pas vu qu'il portait seul le poids d'un secret que sa conscience ne pouvait supporter. Le matin de la promenade, Elara et Marc étaient d'une gaieté forcée. Marc nous racontait des blagues sans saveur. Elara me tenait le bras, me parlant de nos futurs petits-enfants, ces petits êtres que j'adorais plus que ma propre vie. L'unique lumière dans cette période de flou. Nous avons roulé jusqu'au bout du chemin de terre, là où la végétation commençait à s'éclaircir, ouvrant sur le vaste plateau venteux. Le silence, une fois sorti de la voiture, était assourdissant, rompu seulement par le cri des mouettes et le murmure du vent. Nous avons marché jusqu'au point le plus élevé, l'endroit exact où, 20 ans plus tôt, Antoine était tombé. Mon cœur se serrait à chaque pas. Les fleurs que nous y avions déposées chaque année étaient fanées, emportées par le vent et le temps. Elara nous a proposé de nous asseoir, de profiter de la vue. Pierre, silencieux, s'est assis sur un rocher, son regard vide. Moi, je me suis approché du bord, mon regard, balayant l'étendue sauvage, la mer lointaine, l'horizon infini. Un sentiment de paix étrange m'a envahi, une réconciliation avec le passé, une acceptation que la vie, malgré tout, continuait. C'est à ce moment-là que j'ai senti la poussée. Une force brutale dans mon dos. Pas un accident, pas un faux pas, mais une intention délibérée. J'ai crié. Un cri d'horreur et d'incrédulité, mais le vent l'a emporté. J'ai vu le visage d'Elara, déformé par une grimace qui n'était pas la haine, mais une sorte de détermination froide, presque clinique. À côté d'elle, Marc, le visage impassible, une main sur l'épaule de ma fille, comme pour la soutenir dans son acte ignoble. J'ai senti mes pieds quitter le sol, le vide sous moi, l'air glacé qui me fouettait le visage. J'ai vu Pierre, à côté de moi, basculer aussi. Sa main a cherché la mienne dans la chute. Un réflexe animal, une dernière tentative de connexion. Le temps s'est dilaté. J'ai pensé à Antoine, à cette falaise, à la boucle macabre qui se refermait. L'impact fut brutal. Un choc violent contre les rochers en contrebas. Un tourbillon de douleur lancinante. J'ai senti un craquement. La douleur s'est répandue dans tout mon corps. Une sensation d'éclatement. J'ai ouvert les yeux. Le monde tournait, brouillé par les larmes et le sang. J'étais à moitié consciente. La respiration difficile. Mon corps engourdi. À côté de moi, Pierre gisait, immobile. Ma première pensée fut qu'il était mort. Mais sa main a serré la mienne. Une pression faible, mais ferme. Sa voix, un murmure presque inaudible, m'a atteint. Fait semblant d'être morte. Chérie, ne bouge pas. Son visage était pâle. Une coupure profonde barrait son front, mais ses yeux étaient vifs, alertes, d'une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. J'ai obéi, mon corps répondant malgré la douleur atroce. J'ai fermé les yeux, relâché ma prise, mon corps inerte contre le rocher froid. J'ai entendu des voix au-dessus de nous, des murmures qui descendaient le long de la paroi. C'étaient Elara et Marc. Leur voix était étrangement calme, presque détachée, comme s'ils commentaient une scène de film. Ils sont bien tombés, n'est-ce pas, a dit Marc, une pointe de satisfaction dans la voix. Le vent était parfait, on dirait un accident. Enerdosa un problème. Oui, a répondu Elara, sa voix un peu plus tendue. J'espère qu'ils sont morts. Je ne veux pas qu'ils souffrent. Son ton était si étrange, presque une fausse sollicitude, comme si elle se justifiait à elle-même. T'inquiète pas, ma chérie. 30 mètres, c'est une sacrée hauteur. Personne ne survit à ça. Marc a ri, un rire sec et sans joie. L'héritage sera enfin à nous. Avec les dettes qu'on a, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et Tesaro.
Mon corps était parcouru de frissons, pas seulement de froid, mais d'horreur. J'entendais chaque mot, chaque syllabe, et mon cœur se serrait. Et la maison, a repris Elara. On pourra la vendre rapidement. Elle vaut une fortune. On pourra enfin vivre comme on veut. Et Ézéchias. Ah, Ézéchias. J'ai hâte de voir la tête de mes créanciers quand ils verront le virement, a ajouté Marc. On va rembourser tout ça et voyager. Fini les soucis. Lavia a prévu Soval. Védou 2. Védou 2. Puis, Elara a dit quelque chose qui a gelé mon sang dans mes veines. Papa avait des doutes. Tu sais, il était de plus en plus étrange à propos d'Antoine. Il a failli tout gâcher. Mais au car, il naviguait, à Liv et Gégalav. Marc a soufflé. C'est pour ça qu'il fallait agir. Il aurait fini par parler. Mais bon, maintenant, tout est réglé. 2 oiseaux, une pierre. Vezezetalézek, andalatan. 2 oiseaux, une pierre. 2. Il parlait d'Antoine. Mon fils. Et Lara a continué, sa voix se faisant plus lointaine, comme si elle se confessait à elle-même. J'avais peur que papa ne lâche le morceau. Il n'a jamais supporté le poids de ce secret. Quand j'ai poussé Antoine, c'était pour l'argent. C'était pour qu'il arrête de nous empêcher d'hériter. Il était toujours le préféré. Le parfait. Il était tout. Papa l'a vu. Il m'a aidé à dissimuler ça. Mais ça le rongeait. Je ne voulais pas que maman sache. Elle ne l'aurait pas supporté. Ilo, vous c'était la vérité, horrible et insupportable, m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas un accident. Antoine n'était pas tombé. Ma fille l'avait poussé. Et mon mari, mon Pierre, l'avait su, l'avait caché, était devenu complice de l'assassinat de notre propre fils, pour protéger sa fille, notre Elara. 20 ans de silence, 20 ans de chagrin, mal compris, 20 ans de culpabilité qui avaient consumé mon mari de l'intérieur. C'était ça, son fardeau. C'était ça, la source de son absence, de son regard vide, de son silence oppressant. Il avait vécu avec ce secret, et il nous avait protégés, de cette vérité qu'il savait mortelle. J'ai senti une rage froide monter en moi, une fureur que je n'avais jamais ressentie. Pas seulement contre Elara et Marc, mais aussi contre Pierre, pour son silence, pour sa protection mal placée qui avait mené à cette catastrophe finale. Mais au fond de moi, une autre émotion pointait, une profonde pitié pour cet homme brisé par le poids de ses choix. Les voix se sont éloignées. J'ai attendu, les yeux fermés, mon corps traversé de tremblements incontrôlables. Pierre a serré ma main de nouveau. Ne bouge pas. Le téléphone était en enregistrement. On a tout. Et Zénon CV. Son célicocoputo vito de Parzan Secuto, le téléphone. Il avait tout enregistré. Son silence, sa résignation, son étrange calme. Il avait tout anticipé. Il savait ce qui allait se passer. Il avait compris les intentions de sa propre fille. Il avait vu la mort dans ses yeux. Il nous avait conduits ici, sachant ce qui nous attendait, mais avec un plan, un dernier acte pour que la vérité éclate. Les heures suivantes furent un enfer. La douleur était lancée. Mes os me brûlaient, le froid s'infiltrait. Mais j'avais une raison de survivre. La vérité. Antoine. Mes petits-enfants. Je devais vivre pour eux. J'ai entendu des bruits lointains, des voix qui se rapprochaient, des lumières de torches qui balayaient la falaise. Les secours. Pierre et moi, nous sommes agrippés l'un à l'autre. Un lien renouvelé dans l'horreur. Une compréhension tacite de ce que nous avions traversé, de ce que nous allions affronter. L'arrivée des sauveteurs fut un soulagement indescriptible. Ils ont descendu des cordes, nous ont harnachés et nous ont hissés lentement vers le haut. Chaque mouvement était une torture, mais la détermination me portait. J'ai jeté un regard à Marc et Elara, qui se tenaient à l'écart, leurs visages masqués par la pénombre, jouant les victimes choquées. Leur pantomime était grotesque. Je me suis promis que la justice serait rendue. À l'hôpital, tout était flou. Des visages masqués,
des voix lointaines, des piqûres, des scanners. J'étais allongée dans un lit, Pierre dans un autre, à quelques mètres. J'avais de multiples fractures, des contusions internes. Pierre était dans un état similaire, mais il s'en était tiré. Nous en étions tirés. Une infirmière, une femme aux yeux doux et au regard attentif, s'est occupée de moi. Elle avait un pressentiment. Elle avouait plus tard. Nos blessures ne correspondaient pas tout à fait à un simple accident. Il y avait des marques étranges, des contusions profondes à des endroits où l'on ne s'attendrait pas à en avoir. Elle a remarqué mon anxiété, mes regards furtifs vers la porte, mon incapacité à me détendre. J'ai senti qu'elle pouvait être digne de confiance. J'ai murmuré, mes mots se perdant dans le fil de la douleur. Ce n'était pas un accident. Elle a écouté, son visage impassible. Puis elle est allée voir Pierre. C'est là qu'il lui a glissé son téléphone. Tout est là. Ah, il dit d'une voix rauque. Il faut prévenir la police. Il m'a les retourne. L'infirmière, Madame Dubois, a contacté la police. Les officiers sont arrivés discrètement. Le téléphone de Pierre a été confisqué. La bande sonore, écoutez. J'ai raconté mon histoire. Puis Pierre a raconté la sienne, d'une voix brisée, mais avec une clarté bouleversante, révélant le secret d'Antoine. Le chantage, les pressions. Les policiers sont revenus avec des mandats d'arrêt. Marc et Lara étaient dans la salle d'attente, jouant toujours la comédie des enfants inquiets. L'arrestation a été rapide, brutale. Lara a hurlé, Marc a protesté. Mais lorsque les policiers ont commencé à énumérer les preuves, à parler de la bande sonore, de l'assurance vie, des procurations, de l'argent volé, leurs visages se sont décomposés. Dans la confusion de l'arrestation, alors qu'ils étaient menottés, ils ont commencé à se jeter la faute l'un sur l'autre. C'était ton idée. Et Lara, tu voulais l'héritage. Non, Marc, tu étais le chef. Tu avais toutes ces dettes. Leurs accusations mutuelles n'ont fait que sceller leur sort. Les jours suivants furent une succession d'interrogatoires, de témoignages, de la révélation publique d'un drame familial que personne n'aurait pu imaginer. La police a découvert l'ampleur de leurs dettes, les faux papiers, les signatures falsifiées et les relevés, bancaires vidés. Ils avaient planifié méticuleusement notre mort et celle d'Antoine 20 ans plus tôt, dans une frénésie de cupidité. Le procès fut une épreuve déchirante, un défilé de douleur et de honte. Les enregistrements téléphoniques furent la preuve irréfutable. La voix d'Lara, si calme, si sûre d'elle, avouant le meurtre de son frère, la complicité de son père, le plan pour nous éliminer. Les larmes n'ont pas cessé de couler pendant toute la durée du procès. Les larmes d'une mère qui voyait sa fille transformée en monstre. Les larmes d'un mari qui avait gardé un tel secret pour lui. Pierre a témoigné, la voix cassée, expliquant comment il avait vu Lara pousser Antoine, comment il l'avait couverte pour la protéger, mais comment ce fardeau l'avait lentement détruit. Il avait enfin brisé le silence, se libérant d'un poids qu'il avait consumé pendant des décennies. Le verdict est tombé comme un coup près. Meurtre avec préméditation pour la mort d'Antoine, et tentative de meurtre avec préméditation pour nous. 30 ans de prison sans possibilité de libération anticipée pour Lara et Marc. La justice, enfin. Mais la satisfaction était amère, mêlée d'un chagrin abyssal. Pierre et moi avons passé des mois à l'hôpital, puis en rééducation. Nos corps étaient meurtris, nos esprits traumatisés. Mais nous étions vivants. Nous avons vendu la vieille maison, le théâtre de tant de joie et de tant de drames. Nous avons acheté une petite maison en bord de mer. Un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux. Le plus difficile fut d'expliquer la situation à nos petits-enfants, les enfants d'Lara et Marc. Ils étaient si jeunes, si innocents. La vérité fut édulcorée, mais ils savaient que leurs parents avaient fait des choses très, très graves. Nous avons entrepris les démarches pour obtenir leur garde, pour leur offrir un foyer aimant et stable, loin de l'ombre de leurs parents. Ils sont devenus notre raison de vivre, notre ancre dans cette tempête.
Leur rire innocent est devenu la mélodie qui a commencé à guérir nos cœurs brisés. La guérison fut longue, semée d'embûches. Les cicatrices physiques étaient visibles, des rappels constants de la chute, mais les cicatrices invisibles, celles de l'âme, étaient les plus profondes. Pierre et moi avons dû réapprendre à nous faire confiance, à communiquer, à penser les blessures causées par 20 ans de silence. Son secret avait été un mur entre nous, mais sa révélation, aussi douloureuse soit-elle, a ouvert une voie vers une nouvelle intimité, une compréhension mutuelle de notre douleur partagée. Nous avons appris que le silence, même s'il est motivé par l'amour, peut être une arme à double tranchant, détruisant tout sur son passage. Nous avons appris que la vérité, même la plus horrible, doit toujours éclater, et que la cupidité, lorsqu'elle prend le contrôle, peut transformer des êtres humains en monstres, détruisant les liens les plus sacrés. Nous vivons chaque jour avec les séquelles de cette trahison, mais nous vivons. Nous avons nos petits-enfants, nous avons la mer, nous avons la lumière du soleil qui se lève chaque matin, nous rappelant que même après la nuit la plus sombre, un nouveau jour se lève, portant l'espoir d'une paix retrouvée.